Je m'appelle Julien Field, je suis le producteur et un des co-hôtes du QAnon Anonymous podcast, donc un podcast qui traite sur les théories du complot et surtout QAnon. C'est né entre deux amis, l'un qui croyait en Spygate, mais pas le reste, et l'autre qui disait non mais là tu pars trop loin là, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc on s'était assis pour en discuter. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à quelque chose de bien plus grand et néfaste. Et très vite, on s'est fait joindre par un troisième co-hôte qui était en train d'étudier ça sur son temps personnel, puisqu'il y avait très peu de gens qui s'y intéressaient. Et très rapidement, les choses sont devenues de pire en pire dans le pays quand ça vient aux théories du complot et la situation politique en général. Et donc, on a commencé à être des gens que, par exemple, les médias appelaient pour donner des... on était les seuls gens assez tarés pour créer 2 heures de radio toutes les semaines sur quelque chose de tellement supposément marginal. Et on a vu la démarginalisation de QAnon et l'entrée en force dans les médias et dans le discours politique américain. Et donc, on est devenu passionné. On a commencé à sortir au rassemblement, à interviewer des spécialistes, des gens à essayer d'étudier l'histoire pour comprendre. C'était quelque chose de complètement indépendant qu'on a fait sans pub, jamais, et sans support institutionnel à ce jour, qui est devenu utile, j'espère, pour les journalistes qui avaient, disons, des plateformes crédibles de cette manière-là. QAnon est une théorie du complot. C'est un phénomène qui est arrivé pour devenir un peu un fourre-tout pour tout genre de théories du complot existantes aux États-Unis dans le but de les politiser et de rendre service à Donald Trump. C'est-à-dire expliquer pourquoi il n'était pas en train de faire certaines des choses qu'il avait promis de faire, ou du moins qu'ils imaginaient qu'il allait faire. Donc toutes les choses un peu plus extrêmes, la destruction par exemple du Deep State, dit Deep State. Et donc l'idée c'est que secrètement Trump est en train de faire plein de choses, mais il ne peut pas encore nous le dévoiler. Bon, maintenant, c'est absurde puisqu'on a déjà passé son terme, il n'a pas fait toutes ces choses-là, mais ça a duré et ça continue de durer. Ça a commencé par un post anonyme sur un image board qui est un forum simplifié qui s'appelle 4chan. Et puis plus tard, c'est passé sur 8chan. Mais à la base, ça vient de toute une tradition de gens anonymes qui prétendent avoir de l'information à l'intérieur du gouvernement ou des services militaires aux États-Unis. Donc il y avait FBI Anon, par exemple, avant QAnon. Et QAnon est arrivé au bon moment et est devenu quelque chose de viral au final. C'est-à-dire que ça a commencé à sortir des image boards, donc d'un monde assez marginal, et à rentrer dans les réseaux sociaux communs, et donc infecter des gens qui peut-être n'étaient pas en train de lire ce genre de choses. C'était en octobre 2017, donc oui, assez de mois pour être un peu déçu du manque de changement peut-être sous Trump, et aussi juste au moment où il fallait écrire une histoire sur les démocrates et sur d'autres gens qui s'opposent à Trump, pour expliquer qu'ils sont sataniques et qu'ils boivent le sang des bébés. Et donc, ils ont puisé, bien sûr, dans tout ce qui est antisémitisme, le blood libel, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'idée que les Juifs étaient en train de manger les enfants chrétiens et que ça leur donnait certains pouvoirs. Et donc, c'était une façon de vivre une bataille entre le bien et le mal, invisible à l'œil nu, qui, je crois, était un peu similaire au protestantisme et à l'évangélisme américain qui existait déjà.
Donc l'idée de la bataille entre les démons et les anges et tout ça, qu'on ne voit pas, qu'on doit interpréter ses propres rêves et tout ça. Je crois que c'était déjà un peu une installation propice à la reproduction de la théorie du complot QAnon. Pizzagate est bien sûr une variation directe de Blood Libel. Mais le problème avec, c'était que la pizzeria était un lieu précis et qu'il fallait qu'il ait un sous-sol et qu'il n'y en avait pas. Et donc, c'était dans le long terme moins utile. Après, ça n'empêche que même sur TikTok, ça continue à se propager. L'idée de la pizza... mais ce que les gens savent peut-être pas, c'est que la provenance de l'idée que la pizza représentait un enfant qu'on allait attaquer violemment, sexuellement même, c'était à la base une blague sur 4chan et 8chan et les autres image boards. C'était child pornography, cheese, pizza, Captain, Picard. Il y avait des variations infinies, donc tout pouvait être lié au child pornography. Et maintenant, bien sûr, toutes les blagues qui ont été faites sur les image boards, on sait que ça a un pouvoir de changer la société, la manière dont les gens pensent, même s'ils n'ont jamais visité ce genre d'image board. Il y a eu un moment, en 2018, c'était un Trump rally en Floride, et c'était là qu'un couple qu'on connaît maintenant, c'est des influenceurs QAnon, que j'ai vu parler à des rassemblements, ils ont imprimé plein de chemises et de bouts de papier avec le mot Q Santos et tout ça. Et c'était la première fois que les médias ont filmé des gens en masse en train de supporter ça à un rallye public de Trump. Après, il y a eu plusieurs moments où QAnon est devenu central et Trump était en train de faire des retweets de comptes QAnon sur Twitter plus d'une centaine de fois. Des candidats aux élections de 2 ans avant 2020, en 2018, étaient déjà, certains d'eux, en train de partiellement ou complètement être en support de QAnon. Donc c'était quelque chose qui se propageait, mais je crois que les médias se sont dit il ne faut pas qu'on lui donne de l'oxygène. Et c'était peut-être intelligent à l'époque, mais une erreur dans le long terme, parce que ça s'est propagé justement à cause du fait que les médias refusaient de l'adresser directement. Et donc ça a renforcé l'histoire qu'ils essaient de cacher quelque chose. Et je crois aussi qu'il y a eu très rapidement des cas assez publics de violence où, oui, enfin, il y a eu le meurtre de la tête d'une des 5 familles de mafia de la région new-yorkaise. Et puis le jeune homme qui l'a fait, il est arrivé au tribunal le premier jour, il avait écrit QAnon et plein de slogans sur ses mains. Donc forcément, ces moments-là ont créé de l'attention médiatique. Mais c'est vrai que c'est resté assez marginal dans les médias jusqu'à 2020, où il fallait se battre contre Trump politiquement et que c'est devenu, je crois, plus utile pour eux de commencer à montrer ça et dire voilà, et d'utiliser ça peut-être contre les républicains pour leur dire est-ce que c'est votre parti ça? Malheureusement, la réponse dans le long terme, c'est oui. C'est notre parti, ça. Ça apparaît assez vite. C'était des choses qui ont été dites dans les drops, donc les posts de QAnon, et ça a été très rapidement renforcé par ce qu'on appelle les QTubers ou les bakers, qui sont des interprètes donc de ces posts assez cryptiques au final, et puis bien sûr contradictoires. Et une expression intéressante à l'époque, c'était « disinformation is necessary ». Donc l'idée que si Q poste quelque chose qui n'est pas vrai, eh ben, c'était nécessaire pour déjouer l'ennemi. Donc très rapidement, il crée des slogans qui peuvent protéger la narrative de la destruction assez rapide qui aurait pu être faite en disant bah, ça ne s'est pas passé. Le premier post était Hillary Clinton va être arrêtée dans 2-3 jours. Ça s'est bien sûr pas passé, donc on aurait pensé que peut-être ça aurait désamorcé la théorie du complot, mais non. Et il y avait une autre expression intéressante, think mirror, pensée miroir.
Donc voilà, donc j'ai dit un truc complètement faux, mais en fait il faut utiliser un miroir pour comprendre que j'ai dit un truc entièrement vrai. Donc il y a plein de petits slogans comme ça qui aident à la facilité de propagation de QAnon et qui la renforcent. Les gens ont l'habitude aux États-Unis, surtout dans les populations évangélistes ou protestantes, d'attendre pour quelque chose qui ne vient jamais. Même le Great Awakening était un terme qui faisait référence à un moment religieux dans l'histoire américaine où les gens attendaient l'arrivée de Jésus, qui n'est pas venu. Donc il y a eu le Great Disappointment. Et c'est la même chose avec QAnon. Il y a quand même une capacité énorme à s'adapter aux contradictions et aux mensonges et à l'évolution de la théorie. Donc, Trust the Plan est quand même utilisé, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de conflits à l'intérieur d'une communauté dite QAnon, même si c'est difficile d'utiliser ce genre de termes. Mais oui, il y a des gens qui disent « Putain, ça fait longtemps que je Trust the Plan, là, j'en ai marre. J'en ai marre. » Oui, je crois que fondamentalement, ça peut être contradictoire, mais c'est le nouveau fascisme qui ne requiert pas de mouvement particulier par la foule. C'est-à-dire que ce n'est pas un mouvement révolutionnaire. C'est un mouvement où tu t'assois et tu fais confiance et le système militaire, le système policier va tuer, exécuter tes ennemis. Mais la contradiction essentielle, c'est que voilà, c'est des gens qui sont quand même amoureux du côté militaire, du côté plus fasciste, disons, policier de l'État américain, mais qui sombrent tout autant dans l'anxiété que le reste des gens qui sont, par exemple, contre la surveillance, contre le deep state, qui existe vraiment, pas dans la fictionnalisation de manière QAnon, mais le terme deep state vient de la Turquie à la base, et ça représentait un gouvernement qu'on n'avait plus de contrôle en tant qu'électeur dessus. Et ça existe aux États-Unis, surtout à la CIA, FBI, il y a beaucoup de positions qui n'ont rien à voir et sur lesquelles on n'a aucun contrôle en tant qu'électeur. Et donc c'était quelque chose qui a pris des vraies anxiétés et qui tranquillisait les gens et les encourageait à propager de l'information et surtout à voter pour Trump. Ce qui est quand même très drôle, après 4 ans d'avoir attendu, de dire « bon, bah, il faut aller voter maintenant ». Après tout ça, on pensait qu'il allait y avoir des tribunaux à Guantanamo, des exécutions, ces gens sont dans des souterrains en train de boire le sang des enfants. Bon, bah, il faut voter Trump. Et c'était assez absurde de voir ça au final. Eh ben, je dirais que des gens comme Trump en font partie. C'est une des choses les plus simples à voir, c'est que Trump traînait avec Hillary Clinton et Bill Clinton qui l'accusent de faire partie de ce deep state. Donc on voit directement quelque chose d'hypocrite et de ridicule dans ce qu'il dit. Mais rappelons-nous que fake news a été créé pour le genre de news qui sortait au début de Trump et il a immédiatement pris le truc et il l'a retourné. Ça ne veut pas dire que la phrase est complètement inutile. Elle peut devenir de moins en moins utile et il faut toujours clarifier, bien sûr. Mais je crois que c'est quand même important de reconnaître que les gens n'ont pas tort d'avoir méfiance d'un pays qui a plus de 50 agences secrètes et qui travaillent directement avec l'Arabie Saoudite, qui travaillent directement avec Israël, qui sont aussi très développés dans ce milieu. C'est quand même le pays qui nous a donné Prism. C'est des vraies choses, ça. C'est-à-dire que Edward Snowden, il révélait ce qu'on pourrait appeler un vrai deep state. Et de ça, il faut qu'on en reste quand même conscient. Il ne faut pas qu'on donne aux gens qui créent la théorie du complot pour profiter à un riche, absolument absurdement parti du military industrial complex comme Trump, un peu l'enfant gâté, disons, de cette génération d'industrialistes et du Gilded Era en général. Mais je crois qu'il faut qu'on puisse, justement, si ça serait au service justement des vraies sources de pouvoir qui s'obscurcissent de plus en plus, qui sont de plus en plus impossibles à atteindre en tant qu'électeur,
de dire « Ah, non, le concept du deep state en général, c'est qu'un concept que les gens QAnon disent, et c'est juste faux. » Après, ce qui va se passer avec les gens qui font de la théorie du complot, ils vont dire alors c'était quoi ce truc de Edward Snowden, alors c'était quoi le massacre de My Lai, c'était quoi toutes ces choses, même l'assassinat de JFK, je veux dire, il faut regarder comment les complots existent, mais il faut essayer de déjouer les trompe-l'œil que mettent en place les gens comme Trump, et on peut les reconnaître très facilement parce que ça leur profite. C'est ça. Dès qu'on voit que, ah oui, cette version-là profiterait Trump, c'est genre, oui, tous les billionnaires sont mauvais, les politiciens sont tous pourris, mais pas lui. C'est là qu'on voit déjà l'absurdité de la chose. Mais je dirais que ce qui est drôle, c'est que Trump, en créant sa version du fake news, en créant sa version du deep state, et je différencie ça du cabal, qui est vachement plus antisémite et vachement plus ancré dans le côté théorie du complot plutôt invalide, je dirais. Il faut en extraire quand même le fait que Trump leur a servi s'il y a un vrai deep state. S'il y a vraiment des gens qui contrôlent des choses sans qu'on les élise, je crois que c'est même pas une question, ça existe. Je veux dire, est-ce qu'on a pu voir est-ce qu'on a pu contrôler ce que la CIA a fait pendant les dernières 50 ans? Non. Si tu es américain, tu n'as pas pu contrôler et tu sauras probablement jamais la moitié des choses. Donc c'est dans cet espace obscur où il y a un manque de clarité que vont naître les théories du complot. Et c'est presque utile pour ce genre d'opération que la théorie du complot soit ridicule, soit associée à l'antisémitisme. Parce qu'après, on peut juste dire, bah non, on va balancer tout ça par la fenêtre parce que ça ne sert à rien, c'est que des mensonges. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on développe, une distinction. La Kabbale, c'est justement la conception plus chrétienne, et c'est le côté de QAnon qui est le plus ridicule. Ça vient des protocoles, Protocols of the Elders of Zion, qui est donc un vieux texte antisémite, et c'est l'idée que des gens se rassemblent. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils simplifient quelque chose qui existe vraiment. C'est-à-dire, dans le Church Committee, on a vu que la CIA avait quand même des gens qui plantaient des articles, qui même faisaient passer des gens à la télé qui étaient connectés à la CIA. Mais dans leur conception, ils ont changé la chose. Ils ont dit, ah, Mockingbird Media, le cabal, en fait, tous les matins, il écrit ce qu'il veut que les médias disent, il les donne aux médias et ils le disent tous. Ce qui ignore le fait qu'il y a des systèmes d'agrégation médiatique comme Sinclair Group qui existent. Et donc, il y a un problème de ce style, mais ce n'est pas un groupe de gens qui d'ailleurs... l'idée du cabal, c'est qu'ils sont en train de manger des bébés quand même. C'est qu'ils boivent le sang des bébés et qu'ils commettent des meurtres ahurissants et qu'ils ont placé des gens dans tous les médias qui sont dans l'entertainment et tout ça. Donc c'est une grossière exagération et puis aussi une manière de rendre ça une arme des chrétiens extrêmes qui sont peut-être le groupe qui définit QAnon le mieux. C'est-à-dire que si on est croyant en QAnon, en général, on vient d'une secte chrétienne extrême aux États-Unis. Pas toujours, mais en général. Alors l'adrénochrome, c'est très intéressant parce que c'est l'idée que quand on attaque un enfant, dans leur imaginaire bien sûr, sexuellement, on crée de l'adrénaline dans le sang de l'enfant et qu'après, on peut extraire cet adrénochrome du corps de l'enfant, que ça donne des pouvoirs particuliers, qu'on peut vivre plus longtemps, et qu'il y a même peut-être des fermes d'enfants qui existent dans un souterrain, dans plusieurs endroits du monde. Donc, oui, c'est une idée qui a été basée entièrement sur le blood libel, l'idée que les Juifs mangent des enfants chrétiens et boivent leur sang. Et ça donne un aspect maléfique, mais maléfique sur un niveau galactique, sur un niveau spirituel. Pas seulement, ah oui, ça c'est les très riches, et puis ça c'est les gens qui les aident à rester au pouvoir. Non, c'est des gens qui se rassemblent avec des robes noires pour boire le sang des enfants.
Et ça simplifie la chose dans l'électorat quand il y a deux gens qui se présentent à la présidentielle et que l'un des deux, supposément, boit le sang des enfants. C'est simple, pour qui il faut voter, c'est l'autre. En général, oui, ça c'est très 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 commun. Très 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 commun, oui. Il y a des variations dessus. C'est-à-dire que pas tout le monde croit en ce qu'ils appellent les enfants taupes. Les enfants qui n'ont jamais vu la lumière parce qu'ils sont dans ces souterrains et qui font partie de ces fermes d'adrénochrome. Il y en a qui disent juste non, en fait, l'adrénochrome, c'est juste une manière de dire que ces gens utilisent les enfants pour leur plaisir sexuel et qui leur font vivre des violences pour leur plaisir. Mais d'autres, oui, disent que oui, ils sont en train de boire leur sang, leur adrénochrome. L'adrénochrome, en fait, est un médicament qu'on peut acheter en poudre. Et malheureusement, c'est juste un coagulant. Et je crois que j'ai vu sur un site d'expérimentation pour drogue quelqu'un qui avait essayé de prendre de l'adrénochrome et ça lui avait juste donné un peu mal à la tête. Donc, je ne sais pas si ça aide vraiment Hillary Clinton à vivre plus longtemps. C'est ça qui est très intéressant aussi avec l'adrénochrome, c'est l'idée que ces gens doivent le boire pour survivre, même si Hillary n'a pas un âge accéléré et que elle s'est même effondrée pendant sa candidature devant la voiture. Donc il y a toujours ces contradictions de la faiblesse de l'ennemi avec le grand pouvoir incroyable de l'ennemi. Et ça, c'est très, ça fait partie du fascisme en fait. Je crois que c'est encore une partie de QAnon qui n'est pas vraiment élaborée. C'est-à-dire que c'est dur de trouver un parent d'un enfant qui n'est plus là et qui dit oui, il a été pris pour en faire de l'adrénochrome ou quelque chose comme ça. Ils utilisent des chiffres pour parler des disparitions d'enfants par année, des centaines de milliers, mais c'est juste les chiffres de disparition signalés. C'est-à-dire que si la personne a trouvé son enfant 1 heure après, eh ben, ça reste quand même un chiffre comme ça. En fait, la disparition des enfants est quelque chose qui est très peu commune, vraiment, aux États-Unis, surtout pour l'esclavage sexuel. C'est quelque chose qui a été complètement déformé et dont les entités, les organisations qui essayent vraiment de combattre ce problème, c'est en train de leur mettre de la difficulté à la tâche parce qu'ils reçoivent des appels par centaines de gens qui leur donnent des données qui sont fausses et qui disent voilà, il faudrait aller voir Debbie Wasserman Schultz des démocrates parce que je crois qu'elle a donc une cave en dessous de sa maison. Donc en général, je dirais que il n'y a pas de vrai... Je crois aussi que c'est pour ça qu'ils ont inventé les fermes d'adrénochrome. L'idée que ces enfants sont vraiment élevés sous terre et qu'ils n'ont pas vraiment de parents. Ça explique pourquoi il n'y a pas des centaines de milliers de parents à la télé américaine tous les ans qui disent « Je ne trouve pas mon enfant, aidez-moi ». Ce qui existe, mais en général, quand c'est un enfant blanc et mignon, on le voit partout à la télé aux États-Unis. Ils adorent ce genre de trucs. Mais non, c'est une falsification et c'est impossible de les convaincre autrement. Hein. Ils pensent que le message de l'enlèvement des enfants et de l'adrénochrome et de ces meurtres horribles supposés, ces messages sont transmis aussi dans les séries Netflix, dans les films, à travers les médias, pour les narguer en fait. C'est l'idée qu'ils le mettent devant notre nez pour nous dire on peut rien faire contre ça. Et ils l'utilisent bien sûr pour rassembler de plus en plus de gens fâchés et qui vont donc faire des foules. Et surtout voter pour Trump. Ils n'assument pas. En général. Ceux qui l'assument en général, ils n'avaient pas vraiment de chance de se faire élire. Mais Marjorie Taylor Greene est un très bon exemple. Marjorie Taylor Greene, en 2018, elle a une vidéo où elle est vraiment une femme, chez elle, en train de parler de QAnon avec une passion intense. Elle a l'air fatiguée. On dirait que, comme beaucoup de gens qui rentrent dans QAnon, ils ne dorment pas pendant des jours, ils regardent YouTube et d'autres trucs non-stop, ils lisent beaucoup non-stop, et ils tombent dans le rabbit hole, comme on dit, dans le trou. Et puis 1 an plus tard, elle voulait commencer à se présenter, et c'est là qu'on a vu que déjà une femme beaucoup plus forte, mais une femme aussi beaucoup plus concrète dans ce qu'elle disait.
C'est-à-dire que son élection s'est faite autour de l'idée qu'elle allait tirer sur le socialisme, tirer sur Black Lives Matter, tirer sur ce genre de choses, littéralement, avec des gros fusils de chasse. Et c'est là que je crois qu'elle s'est rendue compte que le côté occulte de QAnon n'allait pas lui servir dans le long terme, mais que avec ce qu'avait installé Trump et la manière dont Trump parlait surtout, pas ses actions autant, mais les manières dont il parlait, montrait qu'il y avait déjà une population aux États-Unis qui était prête pour un fascisme plus franc et moins occulte. Et donc, c'est comme ça qu'elle a changé. Elle a commencé à dire, voilà, je ne supporte pas QAnon, puis elle s'est un peu remise dessus. C'était une danse, disons. Une danse qu'ont fait beaucoup de gens dans le GOP et chez les Républicains dans dans les 3 ou 4 dernières années, pour dire oui, on comprend de quoi vous parlez, mais en même temps, je ne vais pas dire en public que je crois que l'adrénochrome est vrai et que Hillary Clinton a mangé un enfant. Et ce genre de concept à l'intérieur de QAnon, je crois que beaucoup de politiciens ont vu que c'est quand même très utile parce que les gens vont voter pour toi s'ils croient vraiment que tu vas te battre contre le mal pur. Je crois qu'on a quand même une meilleure idée de qui c'est. Ron Watkins et son père Jim Watkins, qui était en charge de 8chan, un image board qui est devenu 8kun maintenant. Il y a quand même beaucoup de choses qui pointent vers le fait qu'ils auraient au moins, enfin ça on sait qu'ils sont au moins doyens de QAnon. C'est les gens qui vérifient l'identité de QAnon après qu'il ait migré vers 8chan, donc la majorité de la vie de QAnon en tant que posteur, en tant que théoriste. Et qu'après ça, c'est à travers eux qu'ils pouvaient donc pas seulement vérifier, mais aussi poster. Ils lui ont fait son propre board sur leur serveur, etc. Et avec le temps, c'est devenu assez clair qu'ils ont au moins écrit un peu de ça, sinon beaucoup, sinon presque tout. Mais il n'y a pas de preuve exacte. Il n'y a pas de vraie preuve finale. Et au final, je me demande si ce n'était pas QAnon, ça aurait été un autre Anon. C'est-à-dire que quand une culture arrive à un point de dissonance où le pouvoir de l'individu est néant et le pouvoir de l'État est énorme et impossible à comprendre, et qu'il y a beaucoup d'injustice, bien sûr, aucune justice pendant des années sur plein de différents trucs, c'est un terrain propice pour les théories du complot. Surtout le style de théorie du complot qui existe aux États-Unis, comme le Satanic Panic, qui est quand même quelque chose qui est revenu en cycle à chaque fois. C'est vraiment comme sur une horloge. Donc, je dirais que ça allait toujours être né, je crois. Après le nom, la manière, on peut en débattre, mais les États-Unis étaient prêts pour la prochaine vague. C'est l'algorithme. C'est ça qui a tout changé. L'algorithme est un mécanisme qui est propice à la théorie du complot et aux fake news et même juste à un contenu que les gens n'aiment pas mais qui les fait réagir viscéralement, donc extrême. Ça m'intéresse toujours de regarder l'histoire française pendant la Révolution, par exemple, que, à la base, cette révolution qui a été, disons, très utile, au final, c'était une théorie du complot qui l'a amené, qui n'existait pas. Il pensait qu'il y avait vraiment... C'était comme l'idée du Adrenochrome Farm, mais il pensait qu'il y en avait une en dessous de la Bastille. C'était pas le cas. Mais ça a amené une révolution. Et je crois que l'algorithme, c'est comme si les feuilles imprimées qui passaient pour communiquer cette théorie du complot, c'est comme s'il y avait tout d'un coup une incentive énorme financière à le faire. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il y a toute une industrie où c'est utile que les gens viennent essayer de faire de la propagande sur la plateforme. Même si après, ils se font éliminer, comme Trump, 4 ans plus tard, juste après qu'il soit sorti. Et je crois que ça, c'est un problème inhérent à l'algorithme, mais aussi à la privatisation de systèmes que l'on utilise comme des systèmes publics, c'est-à-dire les réseaux de social media.
C'est dur de parler de solutions. Je ne suis pas pro-censure, donc même si je comprends que si on a créé une communauté en ligne et que quelqu'un est devenu toxique, on peut l'enlever, c'est toute communauté. Mais le problème, c'est que là, c'est plus vraiment une communauté, c'est juste le monde entier. Et c'est, oui, c'est des boîtes privées, je crois qu'il y a un problème là-dedans et qu'on ne le résoudra pas si on change pas ça ou qu'on n'a pas de voie démocratique qui va changer les réseaux pour le bien plus commun, disons, pas aussi privé. Je crois aussi que si les gouvernements continuent d'espionner, qui continuent de mentir, qui continuent de faire des expansions de leurs services secrets, je veux dire, je ne sais pas comment on ne va pas continuer à avoir des théories du complot. C'est naturel. Et dans un monde qui se complexifie énormément et de plus en plus rapidement, on est encore de plus en plus confus, je dirais qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations, on a besoin d'une explication simple. Et l'explication simple donnée par le néolibéralisme en général, eh ben, ça ne marche pas. Ce n'est pas une bonne explication. Ça ne satisfait pas les gens, parce que les gens continuent de souffrir et ça empire. Et c'est genre, bah, j'ai voté, enfin, je ne comprends pas. Et si on n'arrive pas à vraiment adresser cette chose-là, et ces choses-là, j'ai très peu d'espoir qu'on ne continue pas sur ce chemin. Oui, ça pourrait, mais traditionnellement, le Congrès ne fait rien. C'est-à-dire qu'il ne passe pas ses lois et que la régulation aux États-Unis, elle ne va que dans un sens, surtout depuis le New Deal. C'est-à-dire que la dérégulation est tellement extrême que les marchés financiers sont maintenant régulés par des gens qui sont dans le même bâtiment et payés par les gens qui sont censés réguler. Ce genre de dispositif va continuer à créer une absurdité quand ça vient au vote. C'est-à-dire que tu peux voter pour la personne que tu veux, ça ne changera pas le système. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on le subit. Surtout aux États-Unis, en France, il y a quand même des débats, il y a quand même des gens dans la rue qui se battent pour quelque chose. On voit encore des traces de ce pouvoir dans l'individu. Mais aux États-Unis, ça fait très longtemps que l'érosion a fait son travail là-dessus. Bah, je dirais déjà, ça ne sert à rien de se moquer d'eux. Ça ne sert à rien de les traiter comme des idiots. Et on peut toujours trouver de la compassion et même de la fraternité pour les plaintes originelles, c'est-à-dire la source de l'anxiété de la personne. Et après, on peut aussi lui expliquer que oui, il y a un problème avec ce qui s'est passé avec Epstein. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fous. Si on leur dit ah, « vous êtes complètement tarés, le Deep State, ça n'existe pas », c'est clairement faux. Je veux dire, à l'œil nu, c'est juste quelque chose qu'on va entendre les médias dire encore et encore. Et si on n'arrive pas à trouver de la complexité dans cet argument, on va juste exclure le reste des gens. Et c'est juste genre, ah bah, t'as une maladie mentale et j'espère que tu te soigneras. Et on n'en sortira pas. Il faut, je crois, donner raison à certaines choses pour que les gens comprennent que quand même leur anxiété a une fondation. Et après, je dirais que oui, c'est dans l'éducation oui, étudier l'histoire, je dirais, je sais que c'est difficile parce que beaucoup des gens, ils n'ont pas le temps. Ils ont un travail, ils bossent, machin. Donc, je ne sais pas s'il y a une vraie... quelque chose de direct, mais je dirais que déjà, séparer ces gens de manière gentille, mais pas les forcer, mais les encourager à se séparer de leur ordinateur et de leur téléphone, temporairement, pour aller faire des choses entre gens qui s'aiment, qui se comprennent, de rendre l'humanité et de déjouer ce côté de manque de réel qui existe en ligne et qui existe quand on est constamment en train de regarder les news, c'est juste le début. Il n'y a aussi pas de solution directe. On a beaucoup parlé avec des gens, par exemple une jeune femme de 21 ans, sa mère croit en QAnon. Il y a des côtés plus drôles, genre ils se font des paris pour ah, d'accord, est-ce que Trump va vraiment revenir? Et après, la mère lui doit de l'argent. Mais elle a réussi à vivre avec sa mère et à ne plus se disputer constamment
en arrêtant d'essayer de la convaincre que c'est faux, en essayant plutôt de la reconnecter à la vie concrète, aux gens autour d'elle, et aussi à l'encourager à voir les vraies injustices et même avoir une conception, si besoin, d'un vrai deep state. C'est-à-dire que je ne trouve pas ça utile de dire aux gens « c'est fou, c'est faux, et vous êtes fou, vous êtes tombé dans un piège, vous êtes fait avoir ». Oui, d'une certaine manière, bien sûr que c'est vrai, et il y a beaucoup d'arnaqueurs. Mais à qui sert la théorie du complot dans laquelle on croit? Parce que toute théorie du complot peut ou bien démontrer qu'il y a un complot, ça existe les complots, ou bien ça ne s'arrête jamais et ça ne mène à rien. Mais qui profite de cette chose? Donc, je dirais un peu follow the money, follow the power. Why? Why are people? Pourquoi les gens veulent que tu crois ça? Et je crois que ça peut être utile parce que un des trucs, absurdement, que les gens QAnon disent souvent, think for yourself. Il faut être un penseur indépendant et tout ça. Et donc, ça, c'est quand même des choses par lesquelles les gens se définissent, qu'on peut utiliser pour leur amener quelque chose de vrai. C'est-à-dire dire, à ton avis, genre, pourquoi Trump, ça l'aide de faire tout ça? Et peut-être éventuellement, ils peuvent ne pas... ils peuvent commencer à comprendre qu'ils se sont fait avoir au moins par Trump. Bah, franchement, je l'écoute surtout, hein. Il adore parler, donc c'est... Et moi, en général, je ne suis pas là pour débattre avec les gens QAnon. Je suis là pour les écouter et pour faire du journalisme sur ce qu'ils croient. Je ne suis pas là en train d'essayer de changer ça. Je suis pas... en tant que journaliste, on ne peut pas aussi être psychiatre, on ne peut pas aussi être déradicalisateur, on ne peut pas aussi être tout ce genre de choses. Donc, à la base, déjà, il faut qu'on ait plus de journalisme sur qu'est-ce qui se passe au sein de ces groupes, sans les démoniser complètement, parce que Jake Angeli, en tant que personne, est une personne très douce et très gentille. Je l'ai vu parler très longtemps à une dame chrétienne avec la cinquantaine, et il lui parlait de trucs incroyables, genre, oui, Jésus, c'était le premier chaman, ça va jusqu'au le corps arc-en-ciel tibétain, donc des trucs super New Age, mêlés à des théories du complot un peu plus chrétiennes. Et moi, je pensais, cette dame doit être... elle doit croire qu'il est taré, là, c'est sûr. Et je croyais l'avoir cerné. Et sa réponse, après, c'était « Waouh, c'est vraiment intéressant, tout dont tu me parles. J'ai une fille qui parle de ce genre de choses et elle a des problèmes de drogue et en ce moment, elle est à la rue. Et je me demande peut-être que tu pourrais lui parler et tout. » J'étais là complètement ébahi et Jake Angeli continue et lui dit « Ah oui, mais en fait, oui, il y a certains de thérapies artistiques. » Et il avait des vrais contacts, de vrais groupes de thérapie artistique et tout ça. Donc moi, ce que j'ai vu de ce jeune homme, c'est quelqu'un de super perdu. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui avait 400 followers au max sur son YouTube avant tout ça. C'était pas une personne qui menait la charge, à part en tant que garçon tambour. C'était plutôt ça. Mais c'était quelqu'un qui avait beaucoup de compassion et qui croyait vraiment vouloir sauver les enfants, etc. Et donc, moi, quand je parle à Jake, je sais pas, je peux lui parler de n'importe quoi, mais certainement pas de ma propre vision politique. Je veux dire, comment je vais lui expliquer well, social democracy, you know, it's like, je peux pas lui expliquer le marxisme ou quoi que ce soit, parce que pour eux, c'est littéralement la Bible de Satan descendue du temple de je sais pas quoi. Donc, il n'y a pas de vraie conversation politique à avoir là-dedans, je dirais. Ça m'a surpris que dans un État policier comme les États-Unis, les gens ont réussi à passer tellement facilement. C'est pas le genre de choses qu'on voit dans les rassemblements BLM. C'était un peu étrange ce côté-là. Ça m'a pas surpris qu'il y avait assez de gens comme ça, assez fâchés et violents, pour faire quelque chose comme ça. Et puis je connais aussi bien sûr les milices et les Proud Boys et tous ces groupes qui sont vachement plus organisés, vachement plus violents et qui se servent de QAnon comme du padding pour la foule, quoi. Ils veulent rajouter des gens dans leur truc. Mais regardons quand même ce qui s'est passé. Trump a donné
un speech. Les gens étaient à moitié bourrés. C'est un rallye, ils sont là en train de se bourrer la gueule, machin. Ils écoutent Trump, ils sont fâchés. Et après, il a dit « On va au Capitole !» Et je veux dire, on ne peut pas parler de rassemblement complètement organique, là. C'est un leader, c'est le président qui envoie des gens au Capitole pour aller gueuler. Ça ne se fait pas aux États-Unis. Ce qui est drôle, parce que, disons qu'en France, j'y croirais plus, parce qu'il y a quand même une gauche qui croit en tous ces systèmes de rassemblement de foule, pas la violence, mais le rassemblement de la foule pour s'exprimer contre les injustices. Bon, dans ce cas-là, les injustices, c'était que Trump avait été élu, ce qui n'est pas le cas, donc je sais que c'est faux. Mais c'était quelque chose de très unique, et surtout sur la droite. La droite ne va jamais faire ce genre de choses. Mais Trump est assez maladroit et stupide et égoïste qu'il l'a fait. Et ils n'étaient pas prêts. Et ça m'a étonné. Ça m'a étonné qu'ils n'étaient pas prêts. Mais que les gens soient assez fous pour faire ce genre de truc? Non, pas du tout. Que cette foule soit remplie de gens avec des t-shirts QAnon? Pas du tout. Jake Angeli? Alors quand même, j'étais un peu surpris, parce qu'en général, c'est plus une mascotte. C'est quelqu'un que j'ai vu d'une dame pousser sa poussette pour que son enfant prenne une photo avec, quoi. C'était vraiment plutôt quelqu'un d'esthétique dans le mouvement. Mais non, l'idée que les milices, que les Proud Boys et que ce genre de groupe d'extrême droite veuillent faire quelque chose comme ce qui s'est passé au Capitole, non, ça ne me surprend pas du tout. Je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Je crois très franchement qu'on n'a pas changé les circonstances qui ont donné naissance à QAnon et donc qu'on va revivre en cycle ce genre de choses, surtout autour des élections. Je crois qu'à chaque fois qu'il y aura des élections maintenant, ça va être un bordel absolu de ce genre de théorie du complot et de mini-éclatements de violence et surtout de politiciens qui mentent ouvertement pour énerver les gens, pour qu'ils s'excitent et pour qu'ils créent des problèmes pour l'opposition. Je crois que Joe Biden n'est pas fondamentalement quelqu'un qui veut changer les systèmes existants, disons, du côté financier, du côté des services secrets, du côté militaire. Et je crois que les budgets militaires vont continuer à s'agrandir. Je crois que les gens vont de moins en moins faire confiance au gouvernement, et c'est déjà très très bas. Et je crois que de plus en plus de personnes vont casser complètement avec la réalité pour suivre une théorie du complot ou autre chose qui les anime à un niveau viscéral, parce qu'à un certain niveau, c'est plus vrai pour eux que la réalité qui est devenue un jeu de miroir tellement complexe et foncièrement malhonnête. Donc non, j'ai pas grand espoir qu'il y ait beaucoup de changements à ce niveau-là. Mais je crois que surtout, on va avoir des lois de censure et des lois de surveillance qui vont être mises en place, qui sont déjà en train d'être mises en place en réaction au 6 janvier, qui vont être néfastes généralement pour la démocratie et continuer à exacerber le problème.